Le président de la République Alassane Ouattara est rentré ce matin aux environs de 8h30 de New York où il a pris part à la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies le 20 septembre dernier. La troisième édition des rendez-vous de la famille s'est tenue hier à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Elle avait pour invité spécial la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamara. Le bilan du naufrage du bateau de pêche qui transportait jusqu'à 450 migrants s'élève aujourd'hui à 51 morts. Ils ont été repêchés au large de la côte méditerranéenne de l'Égypte. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Alors commençons par cette information. Le président de la République Alassane Ouattara est rentré ce matin aux environs de 8h30 de New York où il a pris part à la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies le 20 septembre dernier. Avant New York, le chef de l'État ivoirien a pris part à la 5e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme à Montréal, au Canada. Juste avant de quitter New York, le président de la République Alassane Ouattara s'est rendu au siège des Nations unies pour une rencontre avec le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Voilà, nous vous le disions, le chef de l'État a pris part à la 71e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Il s'est adressé hier à la tribune de cette Assemblée générale. Le président de la République a plaidé pour la candidature de la Côte d'Ivoire en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous l'écoutons. Au siège des Nations unies ce jeudi 22 septembre, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a fait entendre la voix de la Côte d'Ivoire devant l'Assemblée générale des Nations unies. La Côte d'Ivoire, mûre de ses 20 ans de crise sociopolitique, a désormais son mot à dire à travers le monde dans le règlement des conflits, a soutenu le chef de l'État ivoirien, qui a présenté officiellement la candidature ivoirienne à l'élection de juin 2017 pour le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est fort de cette remarquable évolution que mon pays a décidé de se porter candidat à un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2018-2019. La CEDEAO puis l'Union africaine ont endossé cette candidature. Je voudrais à cet égard appeler l'ensemble des États membres de notre organisation à soutenir la candidature de la Côte d'Ivoire lors des élections prévues en juin 2017. La Côte d'Ivoire, à travers cette candidature, entend partager avec les autres pays membres son expérience réussie du maintien de la paix et de la collaboration au sein des Nations unies. Je voudrais rappeler que la Côte d'Ivoire a contribué par le passé à l'effort de stabilisation au Congo, en Haïti et en Centrafrique, à travers respectivement la MONUSCO, la MINUSTA et la MINUSCA. C'est dans cet esprit que la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la MINUSMA, était aux côtés du peuple frère malien entre 2013 et 2015. Et nous nous apprêtons à déployer d'ici la fin de l'année une compagnie de protection d'environ 150 éléments. Le président de la République s'est aussi prononcé sur des préoccupations qui touchent à l'ensemble des pays du monde, comme la réalisation des ODD, les objectifs de développement durable, au nombre de 17, définis par l'ONU pour mettre fin à la précarité dans le monde. Le président de la République a appelé les pays développés à respecter leurs engagements à l'égard des pays moins nantis. Nous devons poursuivre sans relâche la mise en œuvre des objectifs du développement durable et de l'agenda de développement pour les 15 prochaines années. Il nous faut gagner le combat contre la misère et la pauvreté pour éviter à l'humanité les conséquences dramatiques que pourrait révéler l'échec du développement. C'est pourquoi j'invite les pays développés à respecter tous leurs engagements vis-à-vis des pays en développement
dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs du développement durable et du financement du développement. C'est ici le lieu de rappeler les engagements pris à Addis Abeba en juillet 2015 lors de la 3e conférence internationale sur le financement du développement, mais également ceux décidés à travers l'objectif 17 des ODD et d'autres instruments spécifiques additionnels comme le Fonds vert pour le climat. Autre sujet d'intérêt commun, la paix dans le monde, la lutte contre le terrorisme. Le président de la République a mis en avant la responsabilité de l'ONU pour le maintien d'une paix durable dans le monde. La configuration actuelle du Conseil de sécurité doit être repensée, a-t-il déclaré. Le Conseil de sécurité des Nations unies, dans sa configuration actuelle et son fonctionnement, ne pourra pas résoudre efficacement les conflits de notre siècle. Mon pays invite tous les États membres au sursaut afin de parvenir à une réforme globale et juste du Conseil de sécurité qui renforcerait sa légitimité aux yeux du monde entier et plus particulièrement pour les jeunes générations. S'agissant de la lutte contre le terrorisme, les Nations unies doivent organiser l'engagement collectif des États, a-t-il encore dit. Mon pays a connu, après de nombreux autres avant lui, les mêmes scènes insoutenables, après le lâche attentat de Grand Bassam, qui vient nous rappeler qu'aucun pays n'est aujourd'hui à l'abri d'une attaque terroriste, qu'aucun pays ne peut seul venir à bout de ce fléau. Les Nations unies doivent, par conséquent, plus que par le passé, être chargées de coordonner l'engagement international contre le terrorisme. Pour finir, le président de la République a remercié du haut de la tribune l'ONU pour son opération de maintien de la paix en Côte d'Ivoire pendant 13 ans et qui prend fin en 2017. Il a aussi rendu un hommage appuyé au secrétaire général Ban Ki-moon, dont le mandat s'achève en fin 2016. Viviane Aïma, la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, était également aux États-Unis d'Amérique. Elle a échangé mercredi dernier avec Mme Cindy McCain, épouse du sénateur américain John McCain, et Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Au menu des échanges, la lutte contre le travail des enfants et la lutte contre le VIH-SIDA. Viviane Aïma. Au cours de son séjour new-yorkais, la première dame de Côte d'Ivoire a accordé des audiences le mercredi à 2 personnalités. D'abord, à Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA. On a fait le point sur la lutte contre le sida en général, mais particulièrement son rôle dans cette lutte. Comment, en définitive, elle a pu nous aider à pousser l'agenda de l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant. Aujourd'hui, on voit énormément de résultats dans plusieurs pays, mais aussi qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour faire en sorte que ces millions d'enfants qui n'ont pas accès au traitement puissent avoir accès au traitement. Et ça, je crois que c'est un agenda qui lui tient à cœur et on va travailler ensemble et on va faire en sorte qu'on puisse atteindre nos objectifs avant 2020. C'est ensuite en sa qualité de présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et les pires formes du travail des enfants que Mme Dominique Ouattara a échangé avec Mme Cindy McCain, épouse du sénateur américain John McCain. Les 2 personnalités ont partagé leurs expériences en matière de lutte contre la traite des enfants. Et pour Mme McCain, la traite des personnes et le trafic humain. Ces 2 grandes dames qui se rencontraient pour la première fois n'ont pas manqué de s'apprécier mutuellement. Je travaille sur le trafic humain aux États-Unis et il était important pour moi de faire la connaissance de cette grande dame qui est leader dans la lutte contre la traite des enfants en Afrique. La première dame de Côte d'Ivoire est en effet une leader. Elle est la voix de la raison en ce qui concerne la traite des enfants. Je suis fière et honorée de pouvoir faire sa connaissance. Ça a été une exaltante rencontre, a déclaré Mme Cindy McCain à sa sortie d'audience.
Autre activité de la première dame aux États-Unis d'Amérique, elle a participé à un dialogue de haut niveau sur l'Alliance 8.7 des objectifs de développement durable, une initiative de l'Organisation internationale du travail OIT. Le thème de cette rencontre, Alliance mondiale visant à supprimer le travail forcé, l'esclavage moderne, la traite des êtres humains et le travail des enfants. Nous allons rester une fois de plus avec Viviane Aïben. Dans le cadre du lancement des activités de l'Alliance 8.7, coalition pour aider tous les États membres de l'ONU à éradiquer le travail forcé, l'esclavage moderne, la traite des êtres humains et toutes les formes du travail des enfants, un dialogue de haut niveau a eu lieu le mercredi 21 septembre à New York sur le thème « Alliance mondiale visant à supprimer le travail forcé, l'esclavage moderne, la traite des êtres humains et le travail des enfants ». Le directeur général de l'Organisation internationale du travail, OIT, Guy Ryder, est venu rappeler l'importance de cette coalition, quand Anthony Lake, directeur exécutif de l'UNICEF, apportait une fois de plus le soutien du secrétaire général de l'ONU à cette initiative. Devant le nombre et le haut rang des personnalités présentes, personnalités politiques, chefs d'entreprise, patrons d'institutions internationales, délégués de la société civile, la première dame, Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance de la lutte contre la traite, l'exploitation et les pires formes du travail des enfants, a expliqué l'organisation institutionnelle pour mener cette lutte, les efforts du gouvernement et des partenaires et surtout comment l'école obligatoire est une réponse adéquate à la problématique des pires formes du travail des enfants. Une intervention qui a captivé l'auditoire. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao au monde. Et il faut se souvenir qu'à l'époque, l'école n'était pas obligatoire. Donc vous aviez beaucoup d'enfants qui travaillaient dans les plantations. Et heureusement, depuis 2015, l'école a pu être obligatoire. Nous avons fait des campagnes auprès des producteurs, donc de cacao, auprès des paysans, pour leur expliquer que la place de leurs enfants n'était pas dans les champs, mais d'abord à l'école. Nous avons élaboré un plan d'action national. Nous avons fait passer des lois parce que, comme ça, les trafiquants peuvent être condamnés maintenant, ce qui n'était pas le cas autrefois. Pour rappel, selon l'Organisation internationale du travail OIT, 168 millions d'enfants dans le monde sont contraints de travailler, dont la moitié environ dans les pires formes de travail, principalement les travaux dangereux. Et près de 21 millions de personnes dans le monde sont victimes de travail forcé. Elle est tout à fait autre chose. À présent, des responsables du Fonds monétaire international, de la BECEAO, du secteur privé, des décideurs politiques et des responsables de la société civile étaient au siège de la BECEAO à Dakar, au Sénégal, à la faveur d'une conférence régionale dénommée Finance pour tous. Objectif, faire la promotion de l'inclusion financière en Afrique de l'Ouest. Mahama Traoré, Jaja Kwameala. L'inclusion financière ou l'accès de tous aux services financiers de base en Afrique de l'Ouest et particulièrement dans la zone UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est loin d'être le cas. Selon le Fonds monétaire international FMI, seulement 18% de la population a accès aux services bancaires. En dépit du boom que connaît le mobile banking, une situation préoccupante car l'inclusion financière est un facteur de développement économique et de bien-être social pour les populations. Comment améliorer l'état actuel de l'inclusion financière dans la zone UEMOA? C'est le sens de la conférence régionale organisée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, à son siège de Dakar. Une journée qui a permis aux décideurs politiques, économiques et aux acteurs de la société civile d'identifier les obstacles et de trouver les voies et moyens à la promotion de l'inclusion financière. La problématique de l'inclusion financière revêt de nos jours un enjeu majeur de développement à l'échelle mondiale et plus particulièrement pour les pays africains puisqu'elle est devenue un catalyseur de la croissance économique. Il est donc normal que la stratégie d'inclusion financière soit placée au centre de toute politique de développement visant à accélérer la croissance, lutter contre la pauvreté et réduire les inégalités sociales. Cette assise de Dakar a débouché sur l'élaboration d'une stratégie régionale de promotion de l'inclusion financière.
Présentée par le ministre ivoirien de l'économie et des finances, cette stratégie repose sur 5 axes majeurs visant à promouvoir l'accès aux services financiers à plus de 75% de la population à l'horizon 2020. Reste à mobiliser les 20 milliards de francs CFA nécessaires à la mise en œuvre de cette stratégie régionale. Deuxième grand titre de ce journal, il est relatif à la 3e édition des rendez-vous de la famille qui s'est tenue hier à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Elle avait pour invité spécial la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara. Le thème de cette édition, la réussite pour tous dans un système éducatif de qualité, quelle responsabilité pour les familles? On en parle avec Patricia Oumou-Etia. Un duo de choc, des femmes compétentes, une thérapie collective, dans un cadre de dialogue permanent entre le gouvernement et les familles. Cette 3e édition des rendez-vous de la famille se penche sur le canton morais du système éducatif. Selon l'invité de cette 3e édition, la norme internationale est de 30 heures de cours par semaine. Les autres pays, c'est 5 jours. Le Tchad, ils vont à l'école pendant 6 jours. Le Togo, la RDC, la France, ils vont à l'école pendant 5 jours. La Côte d'Ivoire est en deçà de toutes les statistiques que je viens de vous donner. C'est pour corriger cette situation que nous avons pris l'option de mettre à profit la matinée du mercredi qui vise à améliorer la qualité de la formation de nos enfants. La promotion de la responsabilité familiale est l'affaire de Euphrasie Yao. Pour elle, l'une des fonctions essentielles de la famille est d'éduquer et former ses membres. Il s'agit pour nous, en fait, de faire de la famille le rempart pour toutes les formes de déviation. On va beau critiquer les formes de déviation, nous disons que c'est la famille qui doit être le rempart pour éviter tout cela. La famille doit prendre sa part active dans la prise de décision qui engage l'avenir de la nation. Les rendez-vous de la famille est un cadre de dialogue permanent entre le gouvernement et les familles. Il offre une thérapie collective en vue de relever ensemble les grands défis d'une Côte d'Ivoire développée et émergente. Une usine de métallurgie et de soudure en Okwa-Kouté dans la commune d'Abobo, ici dans le district d'Abidjan, crée de nombreuses difficultés à la seule école primaire de ce quartier. Situé à proximité de l'école, le bruit de l'usine gêne élèves et encadreurs. La qualité peut ne donc pas être au rendez-vous. Grâce Kando. Avec ce bruit, on se croirait dans une usine de transformation de ferraille. Pourtant, nous sommes à l'école primaire Divine Providence d'Anonkwa-Kouté Extension dans la commune d'Abobo. Ce bruit provient d'une usine de métallurgie et de soudure située à proximité de l'école. Un bruit qui cause beaucoup de désagréments aux écoliers, aux parents d'élèves et aux encadreurs. Parce qu'avec ces bruits, les enfants ne peuvent pas étudier. C'est vraiment insupportable. Les conséquences, c'est que les parents ont retiré les enfants. Ils ont retiré 28 et ils continuent. Chaque année, on fait 100% à l'entrée en 6e. Et les parents aimeraient vraiment que j'encadre leurs enfants. Mais avec les bruits, j'ai des problèmes. J'ai décidé de retirer les dossiers de mes 2 enfants qui vont à l'école ici à cause du bruit de l'usine qui est à côté. Vraiment, ce bruit-là est vraiment dur pour des enfants, surtout un enfant de CP1. Bon, vraiment, c'est troublant. Ça peut agir sur leur santé. Les habitants de ce même quartier, Anonkwa-Kouté Extension, font aussi les frais de ce bruit. Le bruit, c'est assourdissant. C'est des soudures, des fers. Ça fait des bruits. Des fois, ça fait des bruits beaux. Des fois, ça fait comme quand on scie quelque chose avec la machine. Vous voyez, c'est assourdissant en tout cas, c'est assourdissant, c'est embêtant. Nous habitons dans un quartier vraiment agréable et joli, mais par rapport à l'usine, ça nous empêche un peu de se reposer. Notre équipe de reportage a rencontré les responsables de cette usine qui ont refusé de s'exprimer à notre micro, mais hors antenne, ils disent être conscients de la situation. Donc, se donnent jusqu'au 15 octobre prochain pour quitter les lieux.
Quant aux responsables de l'établissement, ils en appellent aux autorités compétentes pour une solution idoine, car il y va de la formation des élèves. Et avec ces bruits, la qualité de l'éducation peut ne donc pas être au rendez-vous. Le 3e congrès de la Société ivoirienne d'hématologie, immunologie, oncologie, transfusion sanguine a ouvert ses portes à l'espace Serae Uyomoa au Plateau. Il s'agit pour les praticiens venus de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe de changer pour trouver des solutions pour améliorer le diagnostic et la prise en charge du cancer et de la drépanocytose en Côte d'Ivoire. Évidence, Eman Niamien. Les défis thérapeutiques du cancer et de la drépanocytose en Côte d'Ivoire au cœur du 3e congrès de la CIOTS, la Société ivoirienne d'hématologie, immunologie, oncologie, transfusion sanguine. Les praticiens venus de divers horizons se donnent 3 jours d'échange pour améliorer le diagnostic et la prise en charge de ces 2 pathologies. Selon les congressistes, le cancer et la drépanocytose sont 2 fléaux mondiaux qui posent un véritable problème de santé publique. Et en Côte d'Ivoire, la situation n'est pas réalisante. La drépanocytose, mesdames et messieurs, c'est un problème mondial, mais avant tout un problème du sujet noir africain. C'est l'anomalie de l'hémoglobine la plus fréquente au monde. C'est environ 150 millions de personnes au moins concernées dans le monde. En Côte d'Ivoire, c'est au moins 12% de la population. C'est aussi, et de façon concrète, 591 nouveaux patients en moyenne enregistrés chaque année dans le seul service d'hématologie clinique Stachu-Diopougon. Comment faire pour réduire le nombre de nouveaux patients constitue entre autres un acte de réflexion. Le 2e thème, c'est le cancer, qui constitue un axe préoccupant en Afrique noire de par sa grande mortalité, liée entre autres à l'inaccessibilité au traitement adéquat. Malgré cette situation critique, il n'existe pas encore de centres appropriés pour la prise en charge des patients. Il s'agit donc, à l'issue de ce congrès, de faire des propositions dans ce sens. Aujourd'hui, dans le monde entier, il y a de nouveaux médicaments qui permettent de guérir le cancer. Et même quand ils n'arrivent pas à le guérir, on réussit à le chroniser. Donc je pense que si on se les mains et qu'on réussit à créer un véritable centre de cancérologie et de radiothérapie, on peut réduire la mortalité liée au cancer et également améliorer, n'est-ce pas, la suivi des patients. Plus de 70 communications orales sont retenues pour ce congrès. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Siloué Cagnon, représentant le président de cette institution, Guillaume Soro, parrain du 3e congrès, salue la forte mobilisation des praticiens. Selon lui, les conclusions de ces travaux vont permettre à l'État de mieux orienter sa politique sanitaire. 73 agents des postes frontaliers seront formés pendant 3 semaines sur un système d'interconnexion des polices du monde appelé Internet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a abrégé I24/7. L'outil vise à alerter en un temps record toutes les polices du monde sur toute menace transnationale afin de prendre les dispositions qui s'imposent. Abou Sadogo. En 2015, l'on a dénombré plus de 7 millions de véhicules volés, 46 millions de documents de voyage dérobés et plus de 77 000 personnes recherchées à travers le monde, dont 11 000 terroristes. Des chiffres donnés par l'Organisation internationale de police criminelle Interpol obtenus grâce à l'interconnexion des polices du monde via un système de communication sécurisé appelé I24/7. Internet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il donne à la police un accès à temps réel aux bases de données criminelles contenant de millions d'enregistrements. En Côte d'Ivoire, 9 sur les 18 postes de frontières en sont dotés. Pour mieux maîtriser cet outil d'alerte qui interconnecte 190 pays, la police nationale a initié une formation. 73 agents de postes de frontières ivoiriennes sont concernés. Le but aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nos collaborateurs nous aident à travailler sur tout ce qui est crime transfrontalier. Et surtout, nous mettre à l'abri du terrorisme. Donc il faut faire en sorte qu'on puisse prendre, avec tout ce mécanisme-là, interpeller tous ceux qui sont des suspects. Échange de fichiers photos, vidéos ou génétiques. Le système I24/7 permet à un pays membre de se connecter par l'intermédiaire d'Interpol aux bases de données de police d'un autre pays membre. Le directeur général de la police nationale a assuré que les postes de frontières restants seront bientôt dotés d'un système I24/7 afin de réagir à temps à toute forme de criminalité transfrontalière. La formation des agents va durer 3 semaines.
Parlons maintenant du référendum. Est-ce que les populations savent ce que c'est? Pas si souvent. Alors, bref, nous allons les écouter. Qu'est-ce qu'un référendum? Ah d'accord, mais demandez aux politiciens. Pas une idée de ça. Un référendum. En fait, c'est, comme on dit, la possibilité au peuple de décider, n'est-ce pas, de son avenir à travers le texte constitutionnel. Voilà. Un référendum, selon moi, c'est comme une réunion. C'est un rassemblement de certaines personnes dans le but de peut-être prendre une décision. Un référendum, c'est d'être libre de voter, d'être libre sur les lois. C'est ce que je connais. C'est voter que l'électeur répond par oui ou non. Très bien. Et toi? C'est ce qu'il a dit. Je ne connais pas une autre définition. Alors, suivons ensemble cet élément pour comprendre le sens du référendum. Un référendum pour une nouvelle constitution en Côte d'Ivoire est annoncé. Une question sera posée aux Ivoiriens. Approuvez-vous le projet de constitution proposé par le président de la République? Pour comprendre cet enjeu, il faut savoir qu'est-ce qu'un référendum? Eh bien, c'est une procédure de vote permettant de consulter directement les électeurs sur une question ou un texte qui ne sera adopté qu'en cas de réponse positive. La Constitution prévoit 4 cas de référendum pour l'adoption d'un projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, pour l'adoption d'un projet de loi tendant à autoriser la ratification d'un traité, pour réviser la Constitution ou pour soumettre à la décision des électeurs d'une collectivité un projet d'acte relevant de sa compétence. Le référendum est donc avant tout un instrument de démocratie directe car il permet au peuple d'intervenir directement dans la conduite de certains domaines de la politique nationale ou locale. Aujourd'hui, plusieurs observateurs proposent de recourir davantage à ce mode de fonctionnement, notamment pour faire évoluer certains secteurs de la vie sociale difficiles à réformer. Direction San Pedro, où il s'est tenu il y a de cela quelques jours le concours Challenge Coiffure et Esthétique pour détecter des talents dans ce domaine. Il a été organisé par le Comité national pour les activités et professions de l'esthétique de Côte d'Ivoire. Thérèse Tapeyoboué. En octobre prochain, la ville d'Abidjan va abriter la finale d'un concours consacré à la beauté dénommé Challenge et Esthétique. L'objectif de ce concours est de détecter des talents en vue de leur prise en charge par les autorités pour leur autonomisation. La finale de ce concours va se disputer entre les talents venus des 10 communes du district d'Abidjan et des 10 villes de l'intérieur du pays. Au total, 20 équipes se disputeront le prix. C'est donc pour sélectionner les représentants de San Pedro que cette soirée a été organisée. Sur 8 couples en compétition, c'est le duo Marie Amena et Christiane Kofi qui a été déclaré vainqueur après 2 passages notés sur le maquillage du jour et de la nuit. C'est cette équipe vainqueur qui représentera la ville de San Pedro à la finale en octobre prochain. Le représentant du maire de San Pedro a félicité les initiateurs de ce concours qui va permettre aux jeunes de sortir de l'informel et de pouvoir s'insérer dans le tissu social. Selon la présidente Victoire Bieni qui a lancé ce concept, le duo vainqueur à l'issue du concours Challenge Coiffure et Esthétique sera patron d'un institut de beauté clé en main. Le directeur général de la police nationale, Bredoum Dia, a reçu les honneurs de la Fédération ivoirienne de Jiu-Jitsu. Il a été élevé au rang de ceinture noire au cours d'une cérémonie à la salle de conférence de la direction générale de la police nationale. Arsène Kwasi, Salif Ouattara. La Fédération ivoirienne de Jiu-Jitsu vient d'honorer le directeur général de la police nationale, le commissaire divisionnaire-major Bredoum Dia. Il a été élevé au grade de ceinture noire à titre honorifique par le grand maître Paul-Aimé Crisois, ceinture noire 6e dan. Au cours de cette cérémonie, le président de la Fédération de Jiu-Jitsu n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à la police nationale qui l'a beaucoup aidé, non sans saluer son équipe qui s'est toujours bien illustrée lors des compétitions nationales et internationales.
Prenant la parole à sa suite, l'administrateur général de la police nationale se dit satisfait de cette marque d'attention. J'ai fait beaucoup de sport, mais jamais on m'a honoré de cette façon. C'est pour ça que je tiens à vous dire sincèrement merci. Le commissaire divisionnaire Major Bredoum Bia a également promis d'être un digne ambassadeur du Jujutsu partout où besoin se fera sentir. Pour rappel, le Jujutsu est le 3e art martial enseigné à l'école de police après le taekwondo et le judo. Le Gabon attend le verdict de la Cour constitutionnelle ce vendredi ou demain samedi pour tenter de sortir de la crise post-électorale entre Ali Bongo Ondimba et Jean Ping. L'on espère que le droit va empêcher une nouvelle éruption de violence dans ce pays. Rappelons que Jean Ping a déposé un recours le 8 septembre dernier contre la réélection du président sortant Ali Bongo Ondimba. Et nous terminons avec cette information. Le bilan du naufrage du bateau de pêche qui transportait jusqu'à 450 migrants s'élève aujourd'hui à 51 morts. Ils ont été repêchés au large de la côte méditerranéenne de l'Égypte. 163 personnes ont pu être secourues sur les lieux à 12 km au large de la ville de Rosette, sur la côte nord de l'Égypte. Point de départ d'un nombre grandissant de personnes pour une traversée périlleuse vers l'Europe. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.